petite réflexion, tu vas pas aider Manu demain pour la pelouse, qu'on a revu ça. Glissade. Ouais, mais... Guingampais, regardez ce théâtre magnifique derrière nous pour 7 ans d'avant-match, numéro 29, Christophe Carvat, Caggiano, Christophe Mélin, allez, Livolan, Johan Rivière. Et celui-là, je l'avais. Préparé. non je crois que j'ai plus, t'en as un autre? 29, là, comme ça, non. Il y en a d'autres sans doute, hein, mais là, je l'ai. Bah, du coup on est à 2-2 ou 3-2 pour toi? 3-2. 3-2, bravo, non, Gaëtan Pinel, ça va être compliqué avec les 30, hein. Et 31 ça va être impossible, je pense qu'on va redémarrer à 1. Oui. Bienvenue Guingampais pour cet en avant-match numéro 29 aujourd'hui, depuis le Roudourou, avec une petite bâche blanche ici disposée par Manu Besson pour protéger sa pelouse. Et oui, c'est l'hiver, il fait froid, il y a pas mal de matchs en ce moment. Il y a eu Ginglin-Cesson en Coupe de France contre Rouen, une défaite 3-0. Il va y avoir Brest-PSV Eindhoven. D'ailleurs, vous le voyez peut-être derrière nous, il y a déjà les panneaux de la Ligue des Champions qui sont disposés sur le toit de Roudourou. Et puis il y aura aussi un dernier match d'en avant avec Guingamp-Caen, on l'a vu, Gaëtan. Alors, ça n'a pas respecté les souhaits de Demouchy qui voulait Lorient et Sioué qui voulait Rennes ou PSG, mais ça a exaucé les souhaits de Ripoll. On jouera à domicile le 32e de finale. Ouais, c'est ça, c'est un peu la question que tout le monde se posait après la victoire face à Amiens. Est-ce le dernier match de 2024 à Roudourou ou non? Bon, maintenant on a la réponse. Il y aura cette réception de Caen. Alors j'ai pu voir quelques messages, notamment sur les réseaux. Oh, Caen, pas terrible comme tirage parce qu'on les joue depuis 15 ans, toutes les saisons en championnat. Mais il y a cet avantage d'avoir ce match à domicile. Donc bon, malgré tout, si voilà, ça permet d'avoir un match sympa, de passer et d'aller pour la première fois depuis 2019 en 16e de finale, et ben on prend. Et on verra ce qui se passe. Pour les Guingampais, juste avant de parler du match à Dinan-Léon, enquête, parce que on avait laissé la pelouse de Roudourou avec des stigmates, de la glissade de Jacques Sioué sur son troisième but, sur le troisième but contre Amiens. On voulait avoir le droit de réponse aujourd'hui de Manu Besson. Écoutez le jardinier attitré de Roudourou. Réponse à Jacques Sioué. Manu, on te retrouve sur ta pelouse de Roudourou. On se souvient de la glissade de Jacques ici. Est-ce que tu lui en as voulu? Non, je ne peux pas lui en vouloir parce que bon, il est dans l'émotion, il est dans la joie et c'est mon boulot de reboucher ce qu'il a fait. Donc, si à chaque fois il marque, il fait ça et qu'on gagne, je suis preneur. Ça t'a pris du temps de remettre un peu d'herbe à cet endroit-là? Comment ça repousse tout seul? Comment ça se passe en fait? Non, c'est en fait la remise en place avec les râteaux. Donc on remet de la graine pré-germée dessus et puis avec le râteau, on rebouche le trou et puis une semaine après, le trou est rebouché. Donc Jacques, si tu nous écoutes, tu peux le refaire. Ouais, tu peux le refaire, mais la prochaine fois, il faudrait que tu viennes quand même voir un peu comment ça se passe pour faire les glissades les moins longues possibles. Bon, il faut que ça arrive encore et toujours. C'était là, c'était juste à côté de la loge 1 dans laquelle nous sommes pour enregistrer cet en avant-match numéro 29. Et Jacques Sioué, il a récidivé, nouveau but pour lui. C'était samedi au Clos Gastel face à Dinan-Léon. On vous propose de réécouter, de revoir à la Guingampaise les 4 buts de cette victoire au 8e tour. Lefebvre à la lutte avec Picard, il n'est pas dans un bon endroit du terrain là, Lefebvre pour perdre le ballon. Picard pour Labo, il y a bon quoi jouer, Labo, Gendouzi, contrôle, frappe et but. Et l'ouverture du score de Sabri Gendouzi dans le temps additionnel de la première période avec au départ un excellent pressing d'Hugo Picard qui a récupéré le ballon dans les pieds de Lefebvre au poteau de corner opposé, ballon qui a traversé la surface, passe décisive de Labo pour Gendouzi qui a contrôlé, fixé, frappé. Deuxième but en Coupe de France pour Sabri Gendouzi. Le cauchemar de Stéphane Lamant. Et donc Guingamp mène 1-0. Sidibé est là. Demouchy, Ryu Louvambo, Labo.
ou Louisère. Faites vos jeux. Monsieur Le Sage qui donne le signal, ça part plutôt bien. Tête de Demouchy et but! Est-ce que c'est Demouchy qui marque ou est-ce que c'est Louvambo qui l'a touché au second poteau? Vu la réaction, il semble que ce soit Albin Demouchy. Ah, il l'a touché, c'est sûr. Après, est-ce qu'il y a un Dinanais qui l'a touché ensuite? Il n'y a pas trop de vidéos en Coupe de France. Alors, on va pas donner CSC, on va le donner à Demouchy. Et Sidibé qui avance, Sidibé toujours, Sidibé à droite. Il y a Sissoko en une, non, en deux. Pour Alpha Sissoko, centre repoussé difficilement. Et bien la volée, Siwe but! Jacques Siwe, les deux entrants, tout de suite décisifs pour les Guingampais. La reprise de volée de Amin Emia et Siwe qui traînait là tout seul au second poteau. Absolument pas en position de hors-jeu. Cassette dedans pour Jacques Siwe. 8e but de la saison. Et il y a de l'espace pour Sabri Guendouzi pour pouvoir avancer. Guendouzi toujours ligne médiane franchie. Il y a un énorme décalage sur le côté droit. Guendouzi l'a vu. Il y a Marronnier qui plonge dans la profondeur. Oh, c'est Picard qui est servi. Picard pour Marronnier. Shoot. Et non, il centre. Tête de Guendouzi. Et 4. Et le 4e but de Guingampais. Vraiment superbe action là des Guingampais. Très bon contre. Superbe action de Guendouzi sur le côté gauche pour remonter tout le terrain. De la gauche vers la droite. Picard, Marronnier. Centre de Marronnier pour Guendouzi. C'est comme ça qu'on avait fait la différence aussi à Cerquilly-Nassandre. 4 buts à 1. Guingamp, on peut le dire, est en 32e de finale de la Coupe de France. État d'esprit, sérieux, application, ce sont les mots qui sont ressortis, Gaëtan, de cette victoire au Clos Gastel. Il y a eu l'égalisation de Dinan-Léon, c'est vrai, mais Guingamp n'a jamais véritablement tremblé dans ce match. Non, au cours d'un match qui, sur le papier, pouvait ressembler au piège parfait. Une équipe de National 2, on sait que généralement les équipes de Ligue 2 maintenant qui se font sortir, ça arrive régulièrement que ce soit face à des N2. Ça avait été le cas sur le 7e tour, je crois, pour Ajaccio et Rodez. Donc voilà, sur le papier, ça avait tout du piège parfait. C'est typiquement le genre de match où le gros peut se faire sortir. Mais oui, il y a eu ce sérieux, cet état d'esprit, malgré l'égalisation qui aurait pu changer des choses, parce que dès le début de la deuxième mi-temps, alors que tu penses avoir fait le plus dur en marquant avant la pause, bon voilà, ça aurait pu changer le cours du match. Mais non, Guingamp a repris le dessus et c'est assez fidèle finalement à ce qu'on avait vu aussi à Cerquilly-Nassandre, même si l'écart était plus important contre Cerquilly-Nassandre, mais une équipe qui est restée fidèle à elle-même, à son jeu, à sa façon de faire, et ça a fonctionné. Ouais, et l'état d'esprit, on en a parlé avec Sylvain Ripoll, avec Albin Demouchy, qui n'a donc pas marqué le deuxième but. C'est un CSC et Jacques Siwe. Non, mais c'était aussi l'objectif, c'était de rentrer dans ce match de la meilleure des manières. On le sait, dans un rapport de force, une équipe qui est hiérarchiquement inférieure, avoir des attitudes molles et passives, ça nourrit leur espoir. Donc on avait l'intention de commencer comme ça. Et les joueurs l'ont bien fait, ont pris cette compétition. En tout cas, de nouveau, ce match très au sérieux. C'est une compétition qui nous tient à cœur, qui a toujours été importante pour ce club. Ouais, de toute façon, on sait bien qu'en Coupe de France, le plus important, c'est de respecter l'adversaire. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Que ce soit dans le jeu, avec le jeu sans ballon et avec le jeu ballon. Donc franchement, très bonne performance de l'équipe. Franchement, voilà, on se devait de respecter l'équipe, qui est une très belle équipe de Dinan qui joue en National 2. Mais on se devait ce soir de montrer quand même l'écart de niveau. Et je pense qu'en première mi-temps, on a bien tenu le ballon, on a pu ouvrir le score. Après, on s'est fait égaliser, mais on est resté pareil. Et voilà, le match a tourné pour nous. On a su marquer rapidement. Après, avec les entrées de moi, Amine, Gilanou Rega, Ryan Tousga, on a essayé d'apporter cette fraîcheur. Et voilà, on a pu mettre des buts et que le score soit favorable pour nous. Donc voilà, le boulot est fait et se concentrer maintenant sur Martigues. Et puis paradoxalement, on va avoir aussi la réaction de Stéphane Lamant, l'entraîneur de Dinan-Léon. Lui, paradoxalement, c'est le but de son équipe qui a peut-être fait voler en éclats ses propres plans. À la mi-temps, on se pose en se disant qu'il ne faut pas se précipiter, que si on arrive à faire durer le match avec un seul but d'écart, le dernier quart d'heure pourrait être un peu de folie avec le public. Et donc on était revenu avec des bonnes intentions, on égalise, ça arrive beaucoup plus vite que prévu. Et en fait, le deuxième but nous fait du mal, alors qu'au final, on est à la même situation qu'à la mi-temps. Et on s'est un peu découvert, alors qu'on avait dit qu'il fallait tenir le dernier quart d'heure. Mais j'aurais préféré rester à 1-0 en fait, plus longtemps, que le 2-1. Le 2-1, il déçoit encore plus l'équipe et du coup, il nous fait déjouer un petit peu. Et on libère quelques espaces et là, quand on libère les espaces, il y a des joueurs de qualité en face
Sur des déviations en une, ils nous ont fait beaucoup de mal sur des jeux en mouvement. Et donc voilà, ils ont été marqués assez logiquement, on va dire, le 3e et le 4e. Est-ce que Dinan-Léon aurait marqué trop vite? L'égalisation du 1 partout. En tout cas, ce qui a été super important pour Guingamp, Gaëtan, c'est d'une part, on n'a pas senti de différence après l'égalisation de Dinan-Léon. Et d'autre part, en avant à remarquer même pas 10 minutes après cette égalisation. Ouais, c'est ce temps en fait entre les deux buts qui est important, de ne pas laisser l'adversaire tellement espérer. Parce que comme le deuxième but est arrivé très vite, voilà, Dinan s'est dit il y a encore tout ce boulot à reproduire. Et là, Guingamp a, je pense, à ce moment-là, quand même pris le dessus. Surtout que maintenant, on le sait, sans la prolongation, l'exploit arrive potentiellement plus vite pour le dit petit. Donc, non, je pense que ce but-là est important. Et puis derrière, il y a la suite, évidemment, avec le 3e, le 4e. Mais c'est ce but-là, je pense, qui permet d'opérer la bascule. Et puis un homme qui s'est signalé encore une fois dans cette Coupe de France, on en avait parlé après Serkini Nassandre, c'est Sabri Guendouz, auteur après son premier but en pro sur penalty au 7e tour, de son premier doublé en pro et 2 beaux buts dans le jeu, surtout le deuxième. Eh bien, Sabri Guendouz, la question, avant le retour de la Ligue 2, Gaëtan, c'est est-ce qu'il postule à une place de titulaire maintenant en Ligue 2, en championnat? Il a en tout cas marqué des points sur ces 2 matchs-là. Alors, on l'a dit, toute proportion gardée, c'était une équipe de R2 au départ, une équipe de National 2 maintenant. Mais lui qui évoluait en N2 justement l'année dernière avec la baie dans l'avant, n'avait pas spécialement de stats. C'est un peu ce qui pouvait interpeller en fait. Et là, justement, il joue ce match-là, il met 2 buts. Il avait été très influent sur le match de Serkini Nassandre aussi, donc ça veut dire que peu importe là l'adversaire, il a été aligné, il a répondu présent, il a fait le match qu'on lui demandait, enfin qui était demandé en fait pour le poste qu'il occupe, actif, décisif. Oui, forcément que je pense qu'il va, alors pas forcément postuler tout de suite à une place de titulaire parce qu'il y a quand même du monde à ces postes-là. Picard et Sagna qui semblent difficiles à bouger. Il y a Grieb aussi sur. Mais Sagna est blessé de 3 semaines et Grieb est incertain. Il n'était pas là, Dinan. Ouais, c'est sûr. En sachant, mais il reste combien de matchs? 3 matchs quand même, c'est vrai, avant la trêve. Donc. Bon, faut voir ce que ça pourra donner, mais en tout cas sur des entrées en jeu peut-être plus longues que ce qu'il a pu avoir, sur peut-être démarrer à nouveau un match en Coupe de France, on sait pas, contre Caen. C'est l'avantage aussi d'être passé pour ces joueurs qui jouent moins, d'avoir un peu plus d'aventure qui continue, ça maintient tout le monde dedans. R2, N2, L2 maintenant pour les Guingampais dans ce parcours. Question posée à Sylvain Ribol au Clos Gastel après le match. Que manque-t-il à Sabri Guendouz pour débuter en Ligue 2? Réponse. De la constance, de la régularité aussi dans ce qu'il entreprend et puis de plus en plus faire les bons choix, mais il est sur la bonne voie. Après il y a de la concurrence, il y a des joueurs qui occupent ce poste et qui sont performants aussi. Donc, mais je suis content de ce qu'il a fait ce soir, je suis content de lui déjà depuis un petit moment d'ailleurs. De la régularité demandée donc à Sabri Guendouz qui sera peut-être là à Guignon demain pour ce match contre Martigues. Gaëtan, que dire sur Martigues, promu un petit peu à la dérive dans ce championnat de Ligue 2 avec le Red Star. On remarque bien que les 2 dernières équipes de ce championnat, eh bien, ce sont les 2 promus, le Red Star et Martigues. Ouais, c'est vrai, une équipe de Martigues, alors qu'il déjà, vous l'avez entendu, ne joue pas à domicile puisqu'elle jouait à Guignon. Elle jouait au Vélodrome à Marseille, c'est le premier match puisque son stade n'est pas homologué. Donc Marseille, maintenant Guignon, c'est à plus de 500 km de Martigues, Guignon. Donc c'est vraiment pas à domicile pour le coup. Et donc dans ces matchs dits à domicile, Martigues n'a pas gagné une seule fois. Pour l'instant, c'est un seul point, je reprends tout ça également, mais c'est un seul point à domicile, un seul but marqué, 16 encaissés en 8 matchs. Martigues a gagné 2 fois, mais 2 fois à l'extérieur, à Annecy 4-2 et 1-0 à Clermont. Ouais, c'est une équipe qui n'a jamais pour l'instant réussi à décoller en fait dans cette saison, qui prend trop peu de points, 9 points seulement, et forcément un seul à domicile, c'est vraiment ce qui freine le parcours. Avec pourtant quelques joueurs expérimentés, mais un maître à jouer aussi qui a été perdu cet été, puisqu'il est arrivé à Guingamp, c'est Amine Amia. Un nouveau coach cette saison, puisque c'était Greg Poirier avant, qui a signé au Red Star, c'est maintenant Thierry Loret, donc un expérimenté quand même. Mais voilà, le contexte semble pas si évident que ça, notamment avec ces matchs qui ne se jouent pas vraiment à domicile. On l'avait vu avec Concarneau l'année dernière, on l'a vu parfois avec le Red Star aussi. On sait que c'est toujours difficile dans ces moments-là d'aller chercher un maintien, ou en tout cas de vraiment performer à domicile.
Et puis donc ce match qui se jouera à Guignon, au stade Jean Laville, Gaëtan. C'est un stade, on passe à la rubrique vintage, qui nous rappelle de beaux souvenirs. Alors on peut parler déjà des autres déplacements autour de celui de 2013, parce que ces derniers temps ça s'est plutôt bien passé pour Guingamp. Oui, bah, il y a eu un 0-0 saison 2021-2022 contre Grenoble. Le match avait été délocalisé à Guignon, 0-0 là-bas. Il y avait eu aussi en 2010, saison 2010-2011, une victoire 2-1 de Guingamp. C'était en national à l'époque. Saison 2007-2008, victoire 1-0 aussi à Guignon. Kader Touré, qui a marqué le millième but ce jour-là, le millième but de Guingamp en Ligue 2 à Guignon, cette saison 2007-2008 et un succès 1-0. Et puis donc, le match de mai 2013, 17 mai 2013, Gazélec Ajaccio Guingamp. Là encore, c'était à Guignon, mais pas contre Guignon finalement. Guingamp est peut-être allé plus souvent à Guignon contre d'autres équipes que Guignon, ou pas loin, mais en tout cas voilà, après Grenoble, après le Gazélec Ajaccio, ce sera Martigues. Mais là, le Gazélec Ajaccio, 17 mai 2013, c'était évidemment une page très importante de l'histoire d'avant. On rappelle le contexte, hein, c'est l'avant-dernière journée de Ligue 2. Une semaine avant, Guingamp proche du 7e ciel. Vous voyez, victoire 7-0 ici même contre le Racing Club de Lens. Et puis le jour J, 17 mai 2013, aux portes de la Ligue 1, les Guingampais qui avaient besoin d'une victoire pour monter en championnat de Ligue 1 pour la première fois depuis 2004. Hein, ça faisait 9 ans que l'élite avait été quittée par les Guingampais. Alors c'est un match dont on ne se souvient pas beaucoup. Hein. Moi, personnellement, j'y étais. Je me souviens de la tribune de gauche qui était uniquement occupée par des Guingampais. Je pense qu'il y avait 200 Guingampais qui avaient fait le très très long déplacement jusqu'à Guignon, parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Que je vais avoir le plaisir de goûter. Il va découvrir ni gare ni aéroport autour de Guignon. Mais par contre, en résumé de la saison, vous allez le réécouter, c'est dans le temps additionnel que Guingamp a marqué. Giresse avec son pied gauche, ça va être sortant, ce corner, il y a de la taille avec Alioui et Forêt, corner de Giresse, tête de Mandane, le but historique, Mandane dans le temps additionnel qui va envoyer Guingamp en Ligue 1, historique ce but de Christophe Mandane sur corner, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions et les supporters guingampais qui envahissent la pelouse du stade Jean-Laville, on la tient cette montée. On pensait que c'était une libération, ce but de Christophe Mandane, avec ce 1-0 et cette victoire qui assurait la montée mathématique de Guingamp, avec ce maillot, hein. D'ailleurs que vous voyez ici, qui était donc le maillot extérieur de cette saison 12-13, et qui a été aussi le maillot de la finale 2014 au Stade de France face à Rennes. Et donc, ce 17 mai 2013, il y a deux événements qui arrivent après le but de Mandane. D'une part, Mandane dégomme le poteau de corner en frappant dedans de rage et ou de joie, parce que c'est vrai que Mandane n'avait pas beaucoup marqué cette année-là en Ligue 2. Et puis, de l'autre côté, je me souviens, c'était sur le but de droite, donc on avait le but, on était tout fou. Et puis, je regarde le banc et je vois Gourvenec et Blaïc courir de l'autre côté parce que les supporters, ivres de joie, avaient commencé à envahir la pelouse du stade Jean-Laville à Guignon. On se dit, mais c'est pas possible, on va perdre le match sur tapis vert, on va pas monter. Ça va vite dans ce moment-là. Les équipes rentrent au vestiaire, le match est arrêté, il n'est pas terminé, il est arrêté. Et nous, la tribune de presse, elle était pile en face du tunnel, donc on voyait un petit peu ce qui se passait, ce qui se tramait. Et ça a duré 10, 12 minutes. Gourvenec et Blaïc étaient ressortis du vestiaire pour aller calmer les supporters, leur dire « Hey, connecte, on fêtera ça tranquillement dans 5 minutes, mais ne faites pas les imbéciles, les amis. » Le match avait repris, Guingamp avait gagné 1-0, donc en résumé de la saison, hein, Guingamp qui avait gagné 20 temps additionnel. Et puis vous voyez cette affiche qui était placardée chez tous les marchands de journaux de France et de Navarre le lendemain. Ça, je l'ai trouvé à Paris. Nantes et Guingamp promus. Voilà, c'était la soirée où les deux clubs de l'Ouest avaient rejoint Monaco en Ligue 1 et Guingamp qui avait même doublé Nantes sur la dernière journée lors d'une belle victoire ici à Roudouroux contre Dijon. Alors, bon, ça sera peut-être pas les mêmes émotions, Gaëtan, pour toi vendredi, mais une petite victoire, on prend quand même pour poursuivre la bonne série. Et oui, parce que Guingamp est sur une série. Là, on peut le dire, toute compétition confondue, c'est 3 victoires, ce qui n'est pas arrivé depuis assez longtemps. Hein, pour en avant, ça faisait plus de 2 ans. 3 victoires, 2 en Coupe de France, 1 en championnat, mais une belle en championnat. Elle a en tout cas, après la défaite à Lorient, qui avait laissé un goût amer, je sais pas, parce qu'elle était logique cette défaite, mais on n'avait pas vu le Guingamp que l'on souhaitait sans doute voir, qui était attendu. Cette victoire face à Amiens a vraiment redonné de l'espoir à tout le monde, le sourire en tout cas à tout le monde, parce que victoire
3-0 avec la manière, une deuxième mi-temps à 10, mais le troisième but marqué pendant ce temps-là quand même. Un Guingamp séduisant ce jour-là, et forcément, s'il y a victoire à Martigues, oui, il y a une vraie série qui sera installée, et la possibilité de titiller le haut de tableau et d'y être peut-être pendant les fêtes aussi. Et oui, parce qu'après Martigues, il y aura un déplacement à Bastia. Justement, on va parler de cette Ligue 2 avec Pierre Perrault qui nous présente quelques matchs du week-end, notamment ceux qui concernent les éliminés de la Coupe de France. Et oui, ils sont 2 clubs de Ligue 2 à s'être fait piéger lors de ce 8e tour de la Coupe de France, à commencer par le Red Star qui s'est incliné au tir au but face à Bobigny, club de National 2, et le Pau FC est également éliminé après une défaite à Saint-Philibert, club de National 3, là aussi au tir au but. Retour à la Ligue 2 ce week-end avec un duel entre éliminés du 7e tour de la Coupe de France, Ajaccio, et le Paris FC, la CA qui a d'ailleurs joué la fin du derby face à Bastia mardi dernier, après l'arrêt, vous le savez, de la rencontre le 26 octobre dernier. Un match qui n'a vu aucune équipe s'imposer, et c'est notamment ce que la CA n'arrive plus à faire ces dernières semaines. Une seule victoire lors de ces 9 derniers matchs, et ils vont tenter de renouer avec le succès ce samedi face au leader parisien qui lui aussi connaît une période de doute. 4 matchs nuls lors de ses 4 derniers matchs de Ligue 2. Un leader qui voit donc ses concurrents directs se rapprocher, avec notamment Dunkerque qui a recollé au PFC avec le même nombre de points, 28 en l'occurrence. Dunkerque qui va affronter Metz lors de cette 15e journée de Ligue 2. Les Messins 4e qui comptent 3 points de retard sur leur adversaire et qui doivent donc s'imposer pour ne pas se faire distancer, même si la tâche s'annonce compliquée car les Dunkerquois n'ont perdu qu'une seule rencontre à domicile cette saison. Et c'était lors de la première journée de Ligue 2, une défaite lointaine donc, qui montre bien la solidité de l'USLD à la maison, une vraie force pour un club potentiellement prétendant à la montée en fin de saison. Merci Pierre Junior, Pierre Perrault, de nous présenter encore une fois cette journée de Ligue 2. Il y a quand même, puisque on a le bonheur d'être quand même dans la course, hein, oui, peut-être à la montée, surtout au play-off, ouais, un Metz-Dunkerque que l'on pourrait regarder avec les doigts de pied en éventail si on gagne à Gueugnon vendredi. Ouais, c'est pas forcément le match qu'on attendait dans le haut de tableau, en tout cas pour Dunkerque, mais Dunkerque, attention, c'est l'équipe qui depuis, allez, on va arrondir à ça, mais le début de la phase retour l'année dernière est sur une dynamique impressionnante. Il faudrait regarder d'ailleurs depuis janvier 2024, c'est peut-être bien ou pas loin la meilleure équipe de Ligue 2. Alors forcément, il y en a qui sont montés depuis ou descendus, mais parmi celles qui sont restées en Ligue 2 depuis, Dunkerque est peut-être même la meilleure. On se souvient que Gaëtan Courtet, mercato d'hiver l'année dernière, avait signé à Dunkerque. Dunkerque était relégable à ce moment-là, et Dunkerque a fait une superbe remontée. Lui y avait contribué avec quelques buts aussi. Et là, sur ce début de saison, alors qu'ils avaient démarré par 2 défaites, les Dunkerquois, ils se sont très vite repris et ils ont enchaîné les victoires. C'est une équipe qui fait très peu de matchs nuls et qui du coup voit son compteur tourner très très vite. Et voilà, c'est l'équipe un peu surprise, mais quand on regarde un peu plus loin dans le rétro, peut-être pas si surprise que ça finalement. Comme bien loin, une équipe qui fait jamais match nul. Et on rappelle que le prochain match de Ligue 2, ça sera ici le samedi 4 janvier 2025 face à Dunkerque. Voilà. Donc il n'y aura pas de match nul, on pourra déjà vous l'annoncer pour cette première journée de 2025. Gaëtan, je vais te donner la main, puisque demain c'est toi à Gueugnon. Bon courage pour le trajet. Ça va le faire. Tu vas voir. Mais le stade, tu vois, toi qui aimes la Ligue 2 des années 2000, ça va te rappeler de très bons souvenirs. Le quiz, maintenant, Gaëtan, et toi on te retrouve demain donc pour le match à 20h, prise d'antenne 19h45 en direct du stade Jean Laville, avec le débrief aussi en direct sur Facebook. Guingamp Guingampais, bon quiz, et moi je m'envole. Vous en avez l'habitude, la dernière partie dans l'avant-match, c'est le quiz, évidemment, le quiz avec vous, supporters en avant, à la Guingampaise aussi, évidemment. Et aujourd'hui, on accueille Steven, qui est là depuis un peu plus d'un mois maintenant. Salut Steven. Salut. En face, c'est Erwan. Erwan,
dont on connaît le visage parce qu'on l'a déjà vu en début de saison. Il vient retenter sa chance. Salut Erwan, ça va? Salut, ouais, vous. Ouais, super. Prêt à relever le défi? On va essayer, Steven a l'air quand même plutôt costaud. Bon, il y a pas de raison, ça va le faire. Et on va avoir une belle bagarre, on l'espère pour ce quiz. Évidemment, comme à chaque fois, la question TOS pour vous départager. Celui qui la remporte, celui qui sera le plus près en tout cas de la bonne réponse, aura la main pour choisir sa manche sur l'étape coup franc. La question TOS, combien de fois Guingamp et Martigues se sont rencontrés dans l'histoire? Steven. Vas-y, Steven. Une fois. Une fois. Et Erwan, si tu as une proposition. 2 fois. 2 fois? Ouais. Eh ben c'est un tout pile. C'est 2, la bonne réponse. 2 fois, en effet, lors de la saison 95-96, la saison, la première d'en avant en Ligue 1 à l'époque. Tu as donc le choix, Erwan, sur la première manche, la manche coup franc, entre Martigues ou les doublés. Les joueurs qui ont mis 2 buts sur un match. Les doublés. Les doublés. Bon, allons-y pour celle-là alors. Hop, les doublés. Alors, première question. Évidemment, si tu réponds direct, c'est 2 points. Si tu veux répondre de manière indirecte et avoir les propositions, 1 point. Si tu n'as pas la bonne réponse, c'est 0. Le principe n'a pas changé. Toute compétition confondue cette saison, combien de doublés a inscrit en avant? Direct ou indirect? Direct, vas-y. Direct, 3. Non, c'était 5. 3 en championnat, 5 toutes compétitions confondues, puisqu'il y en a eu 2 aussi en Coupe de France. Amadou Sagna à Serquigny-Nassandre et Sabri Gendouzi à Dinan-Léon. Ça fait donc 5. Ce n'est pas la bonne réponse. 5, donc avec les 3 aussi en championnat. Deuxième question. Qui a inscrit le premier doublé de la saison? Direct ou indirect? Direct, Aminemia. Non, c'était Taylor Louvambo sur le premier match face à 3. Emia, c'était le deuxième contre le Red Star, mais il y avait eu celui de Louvambo qui était entré, qui avait marqué 2 buts lors de la victoire 4-0. Troisième question pour débloquer le compteur, hein, Erwan. Qui a signé le dernier doublé la saison dernière? Indirect. Indirect. Alors, tu as le choix entre Baptiste Guillaume, Amine El Ouazani et Gaëtan Courtet. El Ouazani. Ouais, c'est une bonne réponse. Amine El Ouazani, c'était à Concarneau, enfin à Brest face à Concarneau. C'était aussi le dernier doublé du coup à l'extérieur, hein, la saison passée pour Amine El Ouazani. Ça fait donc 1-0 pour Erwan à l'issue de cette manche-là. Mais Steven, donc toi tu vas voir Martigues comme manche. Martigues, on va remonter un petit peu dans le temps avant d'affronter ce club du Sud. Pour le premier match de son histoire en Ligue 1, Guingamp s'était imposé, et vous le savez sans doute, face à Martigues. C'était le 19 juillet 1995. Mais sur quel score, Steven? Direct. Direct ou indirect? Direct, vas-y. 2-0. Bonne réponse, 2-0. C'était le score de ce Guingamp-Martigues, 19 juillet 1995, le premier match d'en avant en D1 même à l'époque. Et sur ce match-là, ce jour-là, qui était le premier buteur guingampais? Direct ou indirect? Direct. Vas-y. Divers. Divers, bonne réponse. Effectivement, Fabrice Divers qui avait marqué le premier but. Lionel Rouxel avait marqué le deuxième pour les Guingampais. Ça fait 4 points pour l'instant. Troisième question. Parmi l'effectif actuel d'en avant, quel est le seul joueur à avoir évolué à Martigues? Indirect. Indirect. Alors, tu as le choix entre Enzo Basilio, Amine Emia et Alpha Sissoko. Emia. Emia. Ouais, Amine Emia, qui a joué les 2 dernières saisons à Martigues, qui a fait la montée en Ligue 2 d'ailleurs, avec Martigues. Bon, 5-1 à l'issue de la première manche. Rien n'est terminé évidemment, puisqu'on va avoir maintenant
une manche sur les CV et le c'est bon, c'est pas bon qui peut tout changer à la fin. Les CV, je vous donne une liste de clubs. Vous devez retrouver de quel joueur il s'agit et vous pouvez, avant la fin de l'énumération des clubs, me donner votre réponse si vous l'avez déjà. Si au bout de 2 clubs, alors qu'il y en a 6 par exemple, vous la trouvez, vous dites votre prénom et votre proposition. Premier CV et donc premier joueur à trouver. Montargis, Guingamp, PSG, Lens, PSG, Nantes, Lecce, Guingamp. Erwan, Ouais. Morera, Non, c'est pas bon. Steven, Laspal. Nicolas Laspal, bonne réponse. Nicolas Laspal. Morera, il y aurait eu pour Morera du Toulouse aussi, du Rennes dans le lot, mais donc c'était Nicolas Laspal. Deuxième CV à retrouver. Nantes en catégorie de jeunes. Ensuite, on passe à 3 chez les professionnels. Châteauroux, Bastia, Guingamp, Lyon. Erwan. Beauvue, bonne réponse. Claudio Beauvue, il restait Celta Vigo, Leganés, Caen, Celta Vigo encore, Deportivo La Corogne, Boulogne-sur-Mer, Ivry et Calais, où il joue maintenant Claudio Beauvue en National 3. Ça fait donc 6-2 pour l'instant. Allez, peut-être une réduction un peu de l'écart avant de passer au c'est bon, c'est pas bon. Il faut trouver ce troisième CV. Monaco, 3. Monaco, Sochaux, Saint-Étienne, Guingamp, Saint-Étienne, 3. Beaucoup de clubs qui se répètent. Monaco, 3. Monaco, Sochaux, Saint-Étienne, Guingamp, Saint-Étienne, 3. Erwan. Ouais, vas-y. Grax. Allez, bonne réponse. Oui. Sébastien Grax, qui est passé 2 fois dans 3 clubs. Monaco, Saint-Étienne et 3. Il y est allé à 2 reprises. Pas à Guingamp, pas à Sochaux non plus. Bon, 6-3, 3 points d'écart avant le c'est bon, c'est pas bon. Rien n'est joué parce qu'il y a 30 noms à trouver dans le c'est bon, c'est pas bon. Donc évidemment, tout peut bouger. Et il va falloir trouver dans le c'est bon, c'est pas bon tous les joueurs, tous les Guingampais, auteurs d'un doublé en Ligue 2 au 21e siècle. Tous les Guingampais auteurs d'un doublé en Ligue 2 au 21e siècle. Et c'est Erwan qui a la main, puisque tu avais gagné le toss. Erwan, c'est à toi de commencer. Emia, bonne réponse. Siwe, hop, bonne réponse aussi. Yatabaré, c'est une bonne réponse également. Louvambo, c'est bon aussi pour toi, Steven. El Ouazani, bonne réponse. Suarez, bonne réponse. Un doublé avec Guingamp pour David Suarez. Giresse, oui, c'est une bonne réponse aussi. Mandane, bonne réponse. Christophe Mandane, notamment face à Reims en 2012. Erwan. Forêt, bonne réponse. Cédric Forêt. Ça passe. Dagano, bah ouais, le duo irrésistible, saison 2004-2005. Dagano, ça marche aussi dès la première journée d'ailleurs pour lui cette saison-là. Courtet, oui, ça marche aussi pour Gaëtan Courtet. Vous en avez trouvé pour l'instant 11 sur les 30. Eduardo. Comment ? Eduardo, ouais, Eduardo, ça marche, bien sûr. Eduardo, ça marche. Livolan, bonne réponse. Un doublé à Metz, là, sur le fameux 6-3, il y a 2 ans. Rivière, bien sûr. Johan Rivière, doublé aussi. C'est bon. Ça s'accroche. Pierrot. Comment ?
Pierrot, ouais, Franz Di Piero. Ça marche aussi pour Franz Di Piero. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs pour lui. Jouffre. Yann Jouffre, oui, c'est une bonne réponse sur le Guingamp Amiens, là, le 6-0 en 2006. Dounyama. Dounyama, c'est pas bon. C'est pas bon, Dounyama. Bon, Steven, pour le fun, si t'en as un dernier. Non, ça Non, ça coince. T'en avais d'autres, toi, après, éventuellement, en tête, que t'avais répertorié, Erwan, ou pas? Knokert. Ouais, Knokert, c'était bon. À Metz en El 2012. Jadéyaoui. Comment? El Jadéyaoui. Non, ça marche pas. Souma. Souma non plus. Bon. Non, il restait Fatih Atik. Putain, J'y ai pensé, mais je vois pas. Jérémia Scaggiano aussi. Jules Godin, là, le 4-0 contre Pau il y a 2 ans. Yannick Gomis. Nicolas Aquin qui avait fait un doublé aussi. Youssouf Mchangama. C'était pourtant assez récent. Christophe Mélin, Mouriola Ogunbiyi. Brian Pelé. Il y avait Mathieu Scarpelli. Il y avait un doublé assez fameux quand même, celui d'Arlington Chereny à Brest. En 2006-2007, Gilson Silva et Farid Talawi qui restait aussi. Voilà pour ce c'est bon, c'est pas bon. Vous en avez quand même trouvé 8 et 8, 16, hein, plus de la moitié. Donc bravo à vous, bravo à Steven qui va continuer à nouveau l'aventure. On te retrouvera la semaine prochaine. En tout cas, Erwan, je crois que ça avait progressé par rapport à la dernière fois. Là, t'étais pas loin. Ouais, les coups francs, c'est pas ma spécialité, on va dire. Ouais, c'est le coup franc qui t'a mis dedans. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci à tous les deux. Steven, on te retrouve donc la semaine prochaine avant le déplacement à Bastia. Merci à Erwan, merci à tous, bien sûr, de nous avoir suivis. Et puis, à demain pour le déplacement à Guignon pour Martigues Guingamp. Oui, ça se jouera à Guignon. On se retrouve au stade Jean Laville demain. Ciao.